Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo sur Vincent n'a pas d'écailles, un film français réalisé en 2015 par Thomas Salvador, avec le réalisateur dans le rôle titre et il est accompagné également de Vimala Pons. Il dure 1h18 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h18 c'est Vincent qui nage tranquillement. On pourrait plutôt dire même qu'il surnage, puisque dès qu'il est dans l'eau, Vincent obtient des pouvoirs, une force extraordinaire. J'avais envie d'en parler, de lui donner un peu de visibilité, puisque c'est un petit film qui ne manque pas de débrouillardise. C'est un petit film qui est également en milieu de campagne, et ça j'apprécie tout particulièrement, que ça ne soit pas forcément urbain systématiquement. Et c'est une petite histoire qui est bien menée jusqu'au bout. C'est un film qui vient d'une image que le réalisateur avait en tête. Un corps immergé qui glisse dans un cours d'eau très étroit et peu profond. Le film se structure autour de cette idée, de cette image marquante. Il prend comme point de départ une campagne. On sent et on entend la campagne. Ça semble être la fin de l'été. Une impression de tranquillité nous apparaît dès les premières minutes. On commence sur le départ de Paris et on s'en extirpe de ce milieu urbain pour nous retrouver dans un milieu naturel. En cela, le film devient, dans un sens élémentaire, mais aussi essentiel. La nature est importante. Et le film nous trace un lien entre ce que nous sommes et ce que nous sommes dans la nature. La nature souvent révèle l'être humain, ce qu'il est dans son fort intérieur. Ici, littéralement, il nous fait découvrir une nouvelle personne dès que Vincent est au contact avec un des éléments qui structurent notre planète. C'est un récit qui est également au présent. Nous n'avons pas de flashback de passé où on découvre comment il a eu ce pouvoir, qui est quelque chose qui est assez propre aux films de super-héros. Ici, pas du tout. C'est un film qui échappe à beaucoup de clichés américains que nous pouvons attendre quand nous parlons de pouvoirs extraordinaires. Le film est aussi structuré en deux temps. Une première partie où on contemple l'intrigue, on observe l'errance et la découverte du potentiel de cet homme. Et la deuxième partie, un peu plus courte, qui joue sur une sorte de démonstration de pouvoir et de fuite en avant. Une sorte de cavale à travers un petit village. Ce n'est pas un film à message. On ressent les choses sans qu'on nous le dise vraiment. Il faut se laisser porter et apprécier le décalage, l'espèce de fantaisie qui, semble-t-il, est issue de ces courts-métrages qu'avait fait ce réalisateur Thomas Salvador. Et ce qui est, je pense, remarquable, c'est que l'irréel intervient dans un monde, somme toute, naturaliste, réaliste, qui ne semble rien indiquer de paranormal. J'en veux pour preuve cette séquence où un ami de Vincent se fait un peu bastonner, il faut dire ce qui est, sur un chantier. Et pour arrêter cette bagarre, Vincent, il prend une bétonneuse et la fout sur la voiture. Voilà, c'est un geste qui est fort parce que ça fait du bruit et c'est aussi spectaculaire puisqu'on sait, on connaît un poids potentiel d'une bétonneuse, c'est extrêmement lourd. Et lui, il cherche de l'eau, il s'en met dessus et il soulève ça et il écrase tout ça. C'est très impressionnant. Et autre chose aussi, c'est toujours lié au réel, comme je vous disais, ce monde réaliste, mais je devrais plutôt dire le réel, c'est-à-dire le commun, le quotidien. Il est sur un chantier, il ne fait pas bien son boulot, il ne détruit pas un mur comme il faut, ou peut-être il ne détruit pas un mur dans les temps. Quand tout le monde est parti, il prend une douche, il est tout mouillé, et il fait une sorte de pression sur le mur, et le mur éclate. Voilà, le fantastique qui s'invite dans le réel. Ça, c'est très très fort. Le fantastique n'est pas un fantastique effrayant. C'est un fantastique qui est désamorcé par
la simplicité de sa présentation, j'allais dire de son montrage. Je commence à faire comme les inconnus. Le doutage. Non, mais il est désamorcé par sa présentation qui est en plan fixe, très sommaire, très simple, mais aussi par l'humour. Parce que le film, il est léger. Il est très léger, il a un côté un peu planant par moments, il y a un naturalisme, un réel qui est pris pas dans sa gravité. Parce qu'on pourrait penser que voilà, il est tourmenté parce qu'il sait pas d'où ça vient, ce pouvoir et tout ça. Non, ça fait complètement partie de lui. Voilà. Et c'est en cela un film qui est un peu à la croisée de registres, de genres de films. Il n'est pas cloisonné. Voilà, on pourra avoir des a priori, mais non, il y a une inventivité dans ce mélange. Et je pense que son but n'est même pas de se positionner par rapport aux autres genres. Même s'il fait référence de temps en temps à certaines dynamiques ou à certaines images classiques. Par exemple, il y a un baiser inversé qu'on a pu observer dans les Spider-Man, par exemple, dans les Spider-Man de Sam Raimi. Mais il y a aussi quelque chose, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre comme on pourrait le prendre au pied de la lettre un film américain. On est très assujetti au cinéma américain, il y a beaucoup de clichés qu'il faut un peu laisser tomber. Et il ne s'agit pas d'être généreux ou des choses comme ça, mais il faut, quand on voit ce film, désamorcer les excitations. Alors oui, passé ce constat, eh bien peut-être le film n'est pas spectaculaire, se répète un peu, est un petit peu trop long, un petit peu, je devrais pas dire trop long, mais étiré, dilué, peut-être un peu vain, mais pourquoi peut-être un peu vain? Parce que on ne perçoit pas des enjeux dramatiques à défendre, comme on en a dans les films de super-héros. Donc il faut désapprendre, bien sûr, ce qu'on pourrait attendre d'un film avec quelqu'un qui a des super-pouvoirs. Et c'est juste quelqu'un qui vit, tout simplement. Ce n'est pas un film de super-héros. L'eau décuple ses capacités, son potentiel physique, alors ça c'est sûr, mais le film reste sur une relation entre cet homme et l'eau, une relation de nécessité. Il veut rester près de l'eau, il s'arrange pour être toujours près de l'eau. C'est le sens de sa vie, c'est d'être à l'aise avec ce pouvoir. À la fin, on lui offre carrément une combinaison de plongée, je crois. Alors ça fait un peu costume super-héros, mais ce sont plus des petites touches d'iconisation. Voilà. J'avais lu dans un article que les choses s'incarnent plus qu'elles ne s'expliquent. Et c'est le cas complètement de ce film. Le personnage principal n'est pas bavard, comme le film, même de façon générale. Le film se souhaite le plus normal possible vis-à-vis de son sujet. C'est le cas du personnage principal. Il souhaite être en harmonie avec la nature, être aussi en harmonie avec les autres, ne pas être perçu comme un monstre, il reste discret. Et en cela, le personnage existe immédiatement. Il existe à travers une succession de fragments d'action, de déplacements, en vélo notamment au début du film. On pose un temps dans le film pour qu'on comprenne la dynamique de vie du personnage. Donc on a des petits morceaux de vie comme ça au début. Le mec est d'une discrétion absolument polie. Il refuse poliment par exemple de manger avec sa logeuse. Eh bien parce que voilà, il y a la timidité, il y a aussi le complexe du pouvoir. On ne sait pas d'où il vient, comment il a eu ça, mais ce n'est pas grave de ne pas savoir. Le mystère reste entier et c'est fascinant parce que si on ne nous l'explique pas, on ne connaît pas le potentiel de ce pouvoir, le maximum. Et ce maximum nous est plus ou moins dévoilé à travers quelques petites séquences. Il a eu une très bonne réponse, le réalisateur, quand on lui a posé la question de son casting dans le rôle de Vincent. Il joue lui-même le rôle principal, et vis-à-vis de ce que nous voyons dans le film, il fallait quelqu'un d'athlétique, un très bon nageur, et qui puisse aussi jouer la comédie. Et ça, ce n'est pas gagné de trouver quelqu'un qui soit bon dans tous les domaines. Alors il a préféré choisir justement lui-même un visage inconnu, renforce le caractère énigmatique de Vincent, disait-il. Je suis totalement d'accord avec ça. C'est un parti pris qui est fort, mais ce n'est pas un trip d'ego. Il ne semble pas être du tout dans cette logique-ci. Il souhaite trouver le meilleur compromis pour le film. Et il se trouvait que le meilleur compromis, c'était lui-même. On a juste envie qu'il soit libre. Alors qu'on sait très peu de choses de lui. Mais il y a de l'empathie. Parce que c'est un personnage qui n'a pas d'ego. Il est conscient de ses limites. Il fait rien de spectaculaire d'hors norme, j'entends par là. Il le fait quand
il en ressent la nécessité. Il garde son secret, il reste petit et humble. Et il ressent, je pense, totalement il ressent totalement une envie de protéger son secret, et aussi de le livrer aux bonnes personnes. Sa seule mission n'est pas de sauver le monde, mais de vivre avec ça, pas d'en faire quelque chose. Il s'offre, comme je l'avais lu, la liberté de pouvoir être qui il souhaite. Et il partage le secret de son pouvoir sans pression à Lucie, un autre personnage important dans le film, un personnage qui ne se moque pas du tout. Elle est à l'écoute. Elle est légère. Salvador évoque un personnage un peu romérien. C'est un peu le cas. On gomme un peu les registres pour permettre à des personnages d'exister dans leur singularité, avec leurs petites variations. Et je trouve ça assez beau. Dans cette scène de piscine, elle demande de refaire une démonstration de son pouvoir. Après un temps de la première démonstration, elle le regarde avec une fascination et une sorte d'hésitation. « Tu peux le refaire ?» Absolument charmant. Le personnage est de base absolument charmant, mais cette candeur dans le récit et dans la relation humaine est vraiment assez savoureuse. Thomas Salvador, c'est quelqu'un qui touche à tout. C'est un autodidacte, un cascadeur, un magicien, un alpiniste, et il a mené ce film avec beaucoup de calme. J'entends par là une mise en scène calme. Un tournage en campagne, hors de la ville, dans les gorges du Verdon, en Provence, Alpes, Côte d'Azur. La fantaisie s'invite également dans le réel. Dans un cadre qui ne nous laisse rien suggérer d'extraordinaire, et bien tout d'un coup il y a quelque chose qui se passe. C'est en cela que c'est une mise en scène qui ne met pas en valeur le pouvoir. Pas d'effets de musique, beaucoup de plans fixes, des mouvements simples, des mouvements où nous percevons au bout d'un moment le caractère fantastique de l'image, du contenu. Quand on a des gens en bateau qui sont pourtant sur un moyen de locomotion supérieur et qui se font devancer, voire semer par quelqu'un qui est simplement à la nage. Voilà, une chose très très simple à mettre en scène. Et donc il y a des trucages mécaniques, la sensation d'avoir un véritable super-héros en fait, mais avec un rendu humain. C'est-à-dire qu'en même temps d'avoir un plaisir de voir une véritable cascade, on est avec son personnage dans le moment de cascade. On est aliéné par le numérique parce que ça nous offre beaucoup plus. Mais si nous enlevons tout ça, eh bien ce film-là convoque une énergie. Une énergie que nous avons oubliée depuis bien longtemps. C'est l'énergie de la cascade à la Buster Keaton. C'est-à-dire une cascade qui peut prendre des risques avec le réel, notamment lors de la course-poursuite dans le village. Une cascade, j'ai envie de dire alpine, puisque nous voyons des fois le personnage monter des choses, s'accrocher à des parois, des choses comme ça. Quand il tient par exemple au-dessus du pont, il y a le policier qui est en dessous, il voit des gouttes tomber comme ça sur son uniforme et il lève les yeux et il voit cet homme qui est accroché et qui commence à s'échapper. Et on change d'endroit, voilà. Ça, je trouve qu'il y a quelque chose de très burlesque, où on passe sur les voitures, des choses comme ça. Et il fait un chute complètement dans l'eau à un petit enfant qui le regarde dans la fontaine. Voilà, des choses qui sont vraiment burlesques. Et là, Keaton est convoqué. Puis ça peut être Keaton, ça peut être Harold Lloyd ou Charlie Chaplin. Le trio magique du muet. Très peu de musique, qui viennent aussi dramatiser tout ça. Le spectateur est seul face à l'image. Le film est très bien fait. Il revient à quelque chose de proche de nous, quelque chose d'un peu intriguant, une poésie, du burlesque, proche de l'humain, je devrais dire. Et ça fait un bien fou de voir un film pareil, dans l'avalanche de films avec toujours plus d'enjeux, toujours plus d'effets, toujours plus de grosses scènes, toujours plus, et tout d'un coup, on remet les compteurs à zéro. On épure notre sens et notre regard de spectateur. Et ça, le film m'a fait un peu cet effet-là, vis-à-vis du film de super-héros. Et je remercie ce réalisateur de l'avoir traité de cette façon. Même si ce n'était pas son but de nous faire créer une sorte de rupture, mais ça m'a fait une sorte de rupture. Et je le remercie, et étant donné qu'il va sortir un film très très prochainement, voire même qui est déjà sorti, qui s'appelle La Montagne, et bien vous aurez bien sûr
une critique de La Montagne, son prochain travail à Thomas Salvador. Je vous invite à essayer de regarder, à vous procurer Vincent n'a pas d'écailles et de rejoindre les cinémas quand La Montagne sortira dans les salles françaises. Je vous remercie. Ah oui, j'ai oublié le 3 fois rien, la petite note, moi je lui mets un 14,5 sur 20. Voilà, c'est la formalité qui disparaîtra quand je me mettrai à refaire le format de la critique, ça je peux vous l'assurer, je l'avais presque oublié. Mais voilà, je trouve que c'est un film qui se tient très très bien, et je vous encourage à le voir. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir vu cette vidéo, ou plutôt de l'avoir entendue. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!